take-off. Press 7. 80 knots. Air France, de Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Rotate. Go par la Air France, en 2 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight number 8401 to London Heathrow. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans la zone aéro. Soyez les bienvenus au bar. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Salut Nico. Bonjour. Ah, on a commencé. Eh bah oui, on a commencé. Regarde, on est à l'antenne. J'étais dans ma lecture. Voilà. Il y a un de nos invités qui nous a laissé une petite brochure là, et donc j'étais en train de regarder. Et ben voilà. Il y a des belles, Il y a des belles Il y a des photos. beaux trucs quand même dedans, des trucs très intéressants là. Et ben on va y revenir. Surprenant. On va y revenir. Comment ça va les amis? Est-ce que vous allez bien? Bonjour à tous. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous êtes prêts à découvrir avec nous l'émission de ce soir qui va être fort intéressante? Bonsoir à Jordan que j'ai vu dans le chat, j'ai vu Julo, j'ai vu Aviator 59, j'ai vu Noah 2305. Bienvenue, je crois que c'est une des premières fois qu'on a avec nous. Coucou Eric, Free Flight 30 qui est là aussi. Dans les nouveaux, alors oui, dans les nouveaux, on va parler aussi des nouveaux qui nous ont rejoints. On a Megacast TV, on a Routel Krief, on a donc Noah 2305, Anticapaciste, Sohain, Capitaine CAT, Don Baroni, Mathieu 98 765, il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints cette semaine. On dirait que j'ai déjà dit, mais on dirait des codes. Donnez pas vos codes comme ça sur les mots de passe. On dirait des mots de passe sur Internet. Là, votre Nicotine pseudo, 70, bonsoir, ça faisait un moment. Nicotine 70 qui n'était pas venu. Bienvenue. Ah ouais. Enfin, re-bienvenue. Bon, que dire Si, ben, que dire. comment ça? Il y a des nouveautés. Regardez, vous avez Voilà. vu, ça c'est une petite nouveauté. Voilà. Et tiens, alors attention parce qu'il y a un fil. Oui, S'il y a une personne qui n'est pas follow et que la personne décide de follow la chaîne là, ça déclenche une petite animation avec le réacteur qui est ici. Ah, on vous le dit, c'est nouveau, Voilà. ça a été installé hier ou avant-hier. Alors, Donc, follow il y a un la follower qui n'est pas follow, cliquez sur follow, vous allez voir ce qui se passe. Et évidemment, vous avez toujours la manchère qui est là derrière. Si vous avez un abonnement Prime, si vous souhaitez soutenir la zone aéro et qu'on continue d'alimenter. Il faut leur dire. En fait, ça s'allume et ça tourne comme un vrai réacteur. Oui, c'est ça. Voilà. Par contre, il n'y a pas le. Non, parce que sinon, tu as déjà Il y a pas le vent derrière dans la figure. Voilà. Donc, si vous voulez prendre un abonnement, ça déclenche la manche à air. Donc, voilà, ça fait des animations en plus sur le stream. Donc, à vous de voir, vous verrez. Si vous souhaitez aussi, si vous n'êtes pas abonné, vous aurez un petit peu de pub. C'est comme ça. C'est Twitch qui le fait. Par contre, si vous voulez pas de pub, vous prenez l'abonnement, ça vous coûte 2 cafés. Je crois que c'est 3,90 €, quelque chose comme ça. Donc c'est l'équivalent de 2 cafés sur le mois. Et ben voilà. Normalement. Allô? Oui. Voilà. Vous voyez, ça D'accord. fonctionne. Merci 0K pour l'abonnement offert Et- à Z6PO. C'est pas les deux. Merci à toi. Ben voilà, ça fonctionne. Et celui-là, il fonctionne pas? Celui-là, c'est les followers. C'est s'il y a un nouveau follower, ça se déclenche. Donc les subs, c'est ça, les followers, c'est ça. Logiquement. On va voir. Quel Ça se vocabulaire, les subs et followers. Eh ouais, followers, on suit, sub, on est abonné. Moi, je suis Petit encore rappel. spectateur, moi. Pour celles et ceux qui sont inscrits ou inscrites sur Push to Talk, on en parle déjà depuis un moment. On a commencé de regarder tous les profils et on a beaucoup de profils qui sont arrivés. Et pourquoi ça a pris un peu de temps? Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont pris un peu de temps pour nous l'envoyer, qui nous ont dit on vous l'envoie, ça va arriver, pas de problème. Donc on attend les dernières personnes et là on va verrouiller. Normalement, première de Push to Talk, ça sera début décembre. Voilà. Donc il nous reste à peu près 15 jours et d'ici 15 jours, on vous recontactera et on vous dira ce qu'il en est. Et puis on préparera la page avec tous les chroniqueurs qui rejoindront la zone aéro pour l'émission Push to Talk. Voilà, Très bien. ça devrait être fait. Push to Talk. Écoutez les amis, on dépose le plan de vol de l'émission de ce Alors, soir. Push to Talk, c'est pour expliquer, c'est quand on appuie sur. C'est le bouton. C'est le bouton sur le manche à balai pour faire de la radio dans l'avion. Donc Push voilà, to Talk. c'est de circonstance. Vous pourrez appuyer sur le bouton push. Pour parler. Les chroniqueurs auront la parole, mais vous aussi, puisque l'objectif, ça sera de vous accueillir
sur le serveur Discord et de vous donner la parole. Donc il y aura les chroniqueurs qui parleront d'un sujet, mais si vous souhaitez aussi intervenir, vous pourrez le faire et on vous prendra en direct, en vocal sur le serveur pendant l'émission. C'est aussi l'avantage de vous donner la parole. Voilà. Allez, on dépose ensemble le plan de vol de l'émission de ce soir. On pourrait faire les petits pains de Charlot, là, tu sais. Ouais. Comme dans la je rue te vers l'or, laisse là, faire. sur la musique. Hein, Bienvenue. tu mets des petits pas de Salut fourchette, Fabien, puis, bienvenue à MG7F qui vient d'arriver aussi. Bienvenue à la modération et merci à la modération d'être là comme chaque mercredi. La petite checklist, elle apparaît ici. Actualité du terminal dans un instant, on en a 5. Un peu comme d'habitude à vous partager plan de vol, là. ce soir. École de pilotage, séquence suivante. Évidemment, on vous en parle depuis un moment. Nous avons 2 invités ce soir, Philippe et Alain, qu'on retrouvera juste après. Et ce soir, on va parler de pilotes en situation de handicap, puisque c'est possible de voler, d'apprendre à piloter. Quel est l'intérêt pour les uns et pour les autres? On va en discuter ce soir. Quels aménagements il faut faire? Comment est-ce que ça se passe? On va vous expliquer tout ça et on va vous l'illustrer avec des témoignages. Ça sera très intéressant. Alors, on savait qu'il y avait des personnes en fauteuil roulant qui pouvaient piloter, mais là, en fait... Mais là, on va ouvrir personne, et on va voir qu'il y a bien des choses qu'on peut faire. C'est Et étonnant, assez on pensait pas, méconnu. mais c'est étonnant, et puis c'est bien du coup. Ouais. Donc voilà, c'est le sujet principal de ce soir pour la zone aéro. Et puis évidemment, comme d'habitude, en fin d'émission, les 5 dernières minutes, foire aux questions, remise de gaz, Voilà. comme d'habitude. On vous apprend rien. Voilà pour le sujet de ce Et après, soir. on va manger. Et après, on va manger. Donc j'espère qu'il vous plaira. De toute façon, on n'en a pas d'autre. Direct à Donc ça sera comme ça. Et puis tout de suite, on démarre les actus. Allez. Et on est parti pour les actus du terminal. Oh là là. Il faudrait Qu'est-ce que c'est que qu'on s'incruste. Il faut qu'on s'incruste. Hop, c'est où? C'est ici. Voilà, comme ça on est là. Ah oui, Et d'accord. puis on va même mettre cette caméra-là, comme ça on nous voit mieux. Voilà. Allez, c'est parti. L'actualité du terminal, la première, vous voyez ce bel avion. Un avion renifleur, là, comme dans les années 70-80, non? Non, mais celui-là, tu vois, j'aimerais bien l'essayer quand même. C'est un Ah, il y a une belle gueule, quand même. 50. Ah ouais. RG, donc un Diamond DA50 RG, qui est un avion assez sympa. Et le premier modèle vient d'être livré au Moyen-Orient très récemment. Le nouveau propriétaire, entre guillemets, hein, c'est une société, il s'appelle Khalid Al-Qater, directeur de la société Aviation Home Qatar. C'est un fidèle hein, des avions de la marque autrichienne Diamond Aircraft, depuis l'introduction des modèles qui utilisent le Jet A1, donc le kérosène. Hein. Mhm. Le propriétaire privé a successivement acheté un DA40, un DA42 version 6 et un DA62 qu'il utilise pour ses déplacements au Moyen-Orient, mais aussi en Europe. Et sur le salon aéronautique de Dubaï, hein, qui a lieu en ce moment même, le nouveau propriétaire d'un DA50 RG, le premier dans la région du Moyen-Orient, a pris livraison de ce monomoteur à train rentrant. Hein, vous le voyez sur la photo. C'est le chaînon manquant, en fait, enfin, entre C'est le ça. DA40 et le DA42, quoi. Exactement. Dont c'est la première apparition d'ailleurs de l'histoire du Dubai Air Show. Pour rappel, le DA50 RG est motorisé par un moteur Continental CD300 qui développe quand même 300 chevaux. C'était pas mal, ça a bien tiré, ouais. Contrôlé par FADEC, un peu comme le DA42 ou le DA40. Mhm. Le monomoteur est à train rétractable et il est équipé d'une suite avionique Garmin G1000 NXI, donc comme sur les nouveaux DA42 et DA62, et peut emporter jusqu'à 5 personnes. Et avec un rayon d'action qui est 5 assez personnes, intéressant. ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais, quand même, ouais. Depuis, et je crois que c'est aux alentours des 160 nœuds, la vitesse de croisière, quelque chose comme ça. Depuis 2023, Diamond Aircraft a livré 8 DA50 RG selon les chiffres Gamma. Donc c'est un nouvel avion qu'on va voir en l'air et puis que peut-être qu'on essaiera un jour. C'est Bah, ça jamais sera avec plaisir, hein. à voir. Hein. Le DA40, c'est sympa, mais... Là, on franchit un cap. Allez, on continue. On va parler un petit peu d'aviation militaire avec une nouvelle concurrence au Dubai Air Show 2023. On reste sur le salon, hein, avec le premier avion que vous avez à gauche, là, le vert. Alors, je sais pas si t'aimes bien la couleur. Qu'est-ce que vous pensez de la couleur de l'avion de gauche, les amis?
C'est bizarre pour un camouflage, quoi. Ouais. Un avion militaire camouflé, c'est Curieux, hein. paraît logique, hein. C'est un verre qui est normal. un peu curieux. Mais le Bon. verre, Alors, c'est un JF-17. Alors, le JF-17, c'est le fruit d'une coopération entre la Chine et le Pakistan. Et il a été présenté à plusieurs reprises dans des versions Bloc 1 et Bloc 2 au Salon du Bourget ces dernières années. Le voici donc dans sa version Bloc 3 qui a été présentée à Dubaï. Cette version offre une modernisation d'envergure avec des commandes de vol numériques, une nouvelle avionique avec un viseur de casque et un affichage tête haute, hein, le VTH, un viseur tête haute, et un radar à balayage électronique actif. on dirait un Donc, Mirage 3 comme ça, Mirage franchit un peu. 2000, Mirage Ouais, 3, il a des lignes comme peut-être, ça. Toujours du côté de la Chine, là, on passe sur la photo de droite. Vous voyez alors lui, il aurait presque une ligne, alors non, peut-être pas d'Alpha Jet, mais quoi qu'il y a un peu de, tu sais, l'arrondi. Ouais. L'arrondi un peu du côté de l'Alpha Jet. Donc toujours du côté de la Chine, le L-15, puisque c'est son nom, avait fait ses débuts sur la scène aéronautique mondiale du salon de Dubaï 2021. Et donc 2 ans plus tard, revoilà l'avion avec une première commande locale en poche, puisque 12 avions ont été complétés ensuite par 36 appareils supplémentaires en option, ont été évoqués au mois de février 2023 lors du salon IDEX. Le scénario envisagé à l'époque était le remplacement des British Aerospace Hawk, hein, les avions d'entraînement anglais, qui sont quand même nettement plus anciens. Et à l'occasion... Il me faisait penser en fait au T-7 américain. Oui. L'avion d'entraînement, le nouvel avion d'entraînement américain. Ouais, et ben si ça se trouve, ils s'en sont inspirés. Bien. C'est pas impossible. Ouais. Sauf que tu vois, c'est un double empennage là derrière, alors que là, c'en est un seul. Ouais. Donc l'occasion du Dubai Air Show du 13 au 17 novembre, on est en plein dedans. Le ministère de la Défense des Émirats Arabes Unis a confirmé l'achat d'aviation d'entraînement Hongdu L-15 chinois. C'est une percée chinoise dans une chasse gardée qui est typiquement occidentale. Hein. Voilà, donc tout ça à suivre. Un petit air de Northrop F5 aussi. Les fameux, Northrop, ouais, un peu les fameux ratatiné, on va dire. Ouais. chasseurs suisses ou ceux qui ont interprété aussi les méchants dans Les Top méchants Gun. dans Top Gun. Noir, c'est noir. Les MiG-28, MiG-28. MiG-28 sont des F5 camouflés. Allez, on continue avec un petit sujet qui revient sur le tapis. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces derniers jours, Ça va peut-être recommencer là-bas avec Ouais. ce qui se passe en Islande. l'activité sismique soutenue à proximité de la ville côtière de Grandvik, dans le sud-ouest de l'Islande, fait craindre aux scientifiques l'éruption d'un volcan sous-marin dans les prochaines semaines. Donc, selon les météorologistes, le trafic aérien pourrait être sérieusement impacté, sans toutefois connaître l'ampleur des perturbations de 2010, qu'on a tous connues, du fameux volcan dont je ne vous donnerai pas le nom parce qu'il fait 2 km de long. Ouais, et il y a la petite locule. Hein, donc voilà, vous allez chercher sur Internet et vous allez trouver. Depuis dimanche 12 novembre 2023, tout laisse à croire qu'une nouvelle éruption volcanique se prépare en Islande. Elle pourrait impacter donc le trafic aérien en Europe, notamment les fameuses routes qui vont vers les États-Unis. L'activité sismique aux abords de la ville côtière de Grandvik, donc associée au relevé des scientifiques, laisse penser qu'un corridor de magma en fusion de 15 km de long est en train de remonter vers le plancher océanique à quelques kilomètres au nord-ouest de Grandvik. Il y a 3000 habitants qui ont déjà été évacués. Et situé à seulement 70 km de la capitale de l'Islande, la probable éruption fait craindre une fermeture des aéroports de Reykjavik. Alors le principe, s'il y a une traînée, enfin une coulée de magma qui remonte et qui arrive sous la mer, il sera plus explosif que s'il rentre en éruption au niveau de la Terre, puisqu'il y aura le point de contact avec l'eau. Donc voilà, ça va être quand même nettement plus violent. Et du coup, ça peut impacter l'atmosphère qui est au-dessus. Hein. Donc, les scientifiques ne s'attendent pas à ce que cette nouvelle éruption provoque le même chaos qu'en 2010. Mais malgré tout, ils invitent les voyageurs à se méfier d'une nouvelle cascade d'annulation ou de retard des vols. C'est vrai qu'on avait été... moi, je travaillais dans une école dans le Nord à l'époque. Ouais. Et il y avait des cendres sur les avions, plein de cendres Ouais, c'est ça. sur les avions. On avait été interdit de vol aussi. On avait été cloué au sol aussi. Alors, oui, effectivement, MMG donc, nous précise que l'Eya Faja Ocul, c'était en 2010. Hein. C'était suite 2010. C'est vrai, donc là, c'est pas le même. Donc là, le nouveau, c'est Fragara Djadja. À tes souhaits, Fabien. Voilà. On n'allait pas jouer au Scrabble avec ces gens-là. Hein. C'est ça. C'est quoi le code métard pour ça? Très bonne question de 0K.
je crois qu'il doit y avoir, je vous mets sur la voie, il y a des cendres, projection de cendres. Donc si vous regardez, cendre c'est H, Oui. vous allez les chercher. Alors, mot compte triple, c'est ça. Mot compte triple au Scrabble, ah oui c'est bien ça, on pourra le caler. Un petit peu d'histoire, Oui. mon cher Nico, Alors, comme d'habitude. On commence, On aura 2 infos d'histoire. on en aura 2 ce soir. Voilà. 15 novembre 1936. Déjà, on se reporte. Après avoir affiché son palmarès des raids par la voie des airs jusqu'aux villes d'Oslo, Oran, Tunis, Alger ou Moscou, cet aviateur que vous voyez sur l'image, qui s'appelle Monsieur André Japy, aviateur de nationalité française, entreprend en ce dimanche 15 novembre 1936 un nouveau voyage qui devrait le conduire jusqu'en Asie et plus exactement jusqu'à Tokyo au Japon. Ouh. Ouais, c'est écoutez un peu ça. avant minuit que donc André Japy va prendre son envol de la région parisienne, décoller de l'aérodrome du Bourget pour prendre la direction de l'Asie, qui compte rejoindre en passant par l'Europe centrale. Première étape, Strasbourg, puis Damas, Karachi, Allahabad, Hanoï, Hong Kong. Et évidemment, Tokyo à la fin. Et c'est alors qu'il se trouve à 1000 km seulement de son but. Il va aller se cracher dans la montagne de Seburiyama, qui est située sur l'île de Koshu, avec son appareil. C'est un Caudron Simoun Renault, un moteur de 6 cylindres qui peut développer 200 chevaux de puissance. Un accident au cours duquel André Japy va être blessé à la tête. Il va se fracturer aussi la jambe gauche, mais il va se sortir vivant de ce crash. Et il marquera quand même l'histoire en ayant presque oui, réalisé l'exploit 1000 km près. Voilà, VA Volcanique H. Bravo, 0K. Voilà donc pour la première brève historique et la deuxième. Oui, on va dans l'espace. C'est pas vraiment le 15 novembre. Hein. Je me suis un peu. Tu t'es emballé? Je me suis emballé, mais en fait, c'était hier. C'était le 14 novembre 1969, donc ça fait 54 ans. C'était la deuxième mission Apollo. Enfin, non, c'est pas. C'était la 12e. C'était Apollo 12. La deuxième mission pour aller marcher sur la Lune. Je m'étais dit qu'il fallait en parler parce qu'il y a Buzz Aldrin, hein, tout le monde connaît Buzz Aldrin et Neil Armstrong qui ont été les 2 premiers, mais il ne faut pas oublier les autres parce qu'il y a eu plusieurs missions après. Ouais. Il ne faut pas oublier les autres. Donc, Apollo 12 a décollé le 14 novembre 1969. Sur Saturn V, donc qui est la Sur photo Saturn V, voilà. que vous avez à gauche. Donc, c'était un équipage composé de Pete Conrad, Richard Gordon et de Alan Bean. Donc, ils sont allés là-bas et la mission, c'était d'installer plein d'appareillages pour mesurer les secousses sismiques sur la Lune, pour mesurer le vent solaire, pour mesurer, plein de choses, quoi, hein, pour mettre un miroir réfléchissant, pour mesurer la pour le distance. laser, oui d'accord. Voilà. Plein de choses, quoi. Donc, voilà, faut pas les oublier non plus. C'est second, hein, c'est comme un peu, voilà. Mais il y a la le conquête premier, des airs et la conquête de l'espace. Voilà. Donc voilà, c'était pour parler un peu d'eux. Alors, petite anecdote, c'est qu'au décollage, en fait, la fusée s'est pris la foudre. Ah, Voilà, donc ils ont eu une panne électrique pendant un bon moment. Heureusement, ils ont réussi à redémarrer parce que là, en cas de panne de quoi que ce soit, là, et comme ça quoi. devait être un peu chaud. Hein. Voilà. Bref. Ben voilà, on a fait le tour Non, des puis actualités. je pense du qu'il jour. fallait rappeler aussi un peu cette conquête de la Lune parce que c'est quand même encore un exploit qui reste assez extraordinaire, enfin pour ma part, je trouve, aujourd'hui. Même si on en parle, hein, même si on en parle Ouais. de refaire ça. Je trouve que c'est quand même assez extraordinaire. Donc, ce soir, hein, vous sortez, vous allez, pas maintenant, après l'émission, vous sortez, vous regardez la Lune, vous prenez 30 secondes là, pour vous dire que vous regardez la Lune, pour être bien conscient de ce que vous êtes en train de faire, puis après, vous vous dites, merde, il y avait des hommes là-dessus, quoi. On a envoyé des mecs, on les a fait revenir, quoi. Ouais. Et il y a même quelqu'un Et qui a c'était il y a joué- 50 ans. Et c'était il y a 50 Et ans. c'était il y a 50 ans. Et il y a même quelqu'un qui a joué au golf sur la Lune. Et je vous laisse chercher. Voilà, je voulais rappeler ça, comme on était proche de l'anniversaire, Ouais. de la date anniversaire. Eh ben c'est parfait. C'est parfait. Bien, écoutez, sans plus attendre, on va revenir sur le mode antenne que voici. Et puis, écoutez, je vous propose qu'on entame la séquence du jour, l'émission du jour avec nos invités qui vont revenir nous voir dans quelques instants. C'est la séquence école de pilotage et on va parler ce soir de pilotage pour les personnes en situation de handicap avec Philippe et Alain. C'est la séquence école de pilotage qu'on retrouve tout de suite. Ok, parfait.
Et voilà, donc on retrouve nos invités qui nous rejoignent au bar de la zone aéro. Merci messieurs. Donc on va vous présenter tout de suite. Alors la caméra qui est en marche, c'est celle-ci. Donc Philippe, bienvenue Philippe dans la Merci zone. Seb, merci pour l'invitation, merci. Avec grand plaisir. Et Alain. Bonsoir Philippe. Bonsoir, Alain. Bonsoir à tous les deux, merci. Alors ce qu'on va faire, puisque la tradition veut qu'on fait tourner, on va dire un petit chrono d'1 minute. On va pas faire ça ce soir, on va simplement vous demander de vous présenter brièvement quelques mots et la raison de votre présence ici pour parler justement de pilotage pour les personnes en situation de handicap. On commence par qui? Comme vous voulez, On commence par. on est Alain. entre nous, donc Allez, vous pouvez y aller. Allez, déjà merci de l'invitation. Allez, tout, ce sera. Voilà, à moi, le plus petit. Écoute, j'ai commencé l'aéronautique en 88-89 et j'ai commencé par le vol à voile, Ouais, par le planeur. Alors tu habites dans quelle région? Je suis de Carpentras, Ouais. au pied du Mont Ventoux, il y a une très belle plateforme Ouais. et je commençais le planeur là-bas. J'ai D'accord. commencé le planeur parce que c'était, je dirais, le plus accessible. Je dirais même financièrement. À quel âge? Je me rends compte que c'était une très bonne école. J'ai commencé, j'avais 20 ans. D'accord. Je commençais assez tard quand même. Mais avant, tu avais envie Mais je suis né dans une famille de pilotes. Mon grand-père était pilote de chasse. Ah oui, d'accord. Ton grand-père? Mon grand-père pendant la Donc, Seconde Guerre mondiale et mon oncle oui, aussi d'accord. est pilote de chasse. D'accord. Et j'ai grandi. Et alors, dans ça. attends, parce que là, je vais faire une petite pause, parce que là, ça m'intéresse beaucoup. Là. Les pilotes de chasse de la Deuxième Guerre mondiale, ça m'intéresse beaucoup. Donc, du coup, tu dois avoir pas mal de documents chez toi. Oui, j'en ai pas mal de documents du grand-père. J'en ai passé, j'en avais montré quelques-uns. Alors, il était... Il a rejoint les forces françaises libres en 40. Ouais, En 42, il a volé en Écosse, au pays de Galles. d'accord. Après, ils sont partis sur Madagascar pour concentrer les forces et puis après pour débarquer, quoi. D'accord. Et d'accord. Et tu sais dans quel escadron il est? Non, j'ai pas ça encore sous les yeux, mais j'ai tous les documents D'accord. à la maison. Alors, je demande, parce qu'en fait, je suis en train de lire un livre sur Klosterman, là, donc il est au 602, là. Il était au 341 chez, avec Mouchot, et puis là, il a été déplacé, on va dire, au 262, au 602. ok. Donc voilà, donc je voulais savoir si ton grand-père était Il aurait pu voler faisait avec, parmi, si Ah, ça aurait été drôle. parmi faisait partie des gens qui auraient. Alors j'ai des documents, effectivement, j'ai aussi son casque. Ah oui. Donc c'était quoi, Spitfire, du coup? Oui, il a piloté le Spitfire, il a Ouais. piloté le P-38 aussi. D'accord. Attends, tu te l'as Mais je crois qu'il a piloté le P-38, je crois oui, que c'était au P-38. Canada. Ah, Je suis pas sûr encore, faut que je vois D'accord, ces ouais. documents. Sacré parcours. Ok. Ouais. Et alors, il y a c'était un as ou Non. il n'y a pas descendu? Mon grand-père me disait, j'ai fait la guerre. Parce que c'est pas évident, hein, non plus. Il me dit, j'ai fait la guerre, la Seconde Guerre, et j'ai tué personne. Ah, d'accord. Et j'ai compris que c'est peut-être ça aussi être un héros, faire la guerre et tuer personne. Ouais, c'est Oui, possible. oui, réussir à la faire, c'est tuer. Voilà, on tue quelqu'un. Alors, Ah, ouais. Philippe, par rapport au sujet de ce soir. Alors, voilà, j'arrête, je me tais. Non, maintenant. il faut aussi qu'on parle du sujet de ce soir. Ça a pris une minute et plus. Toi, ta particularité, c'est de faire voler des personnes en situation de handicap, dont ton élève, Clarisse, qu'on aura tout à l'heure avec nous, qui est connectée, et qui pourra donner un témoignage. Alors, comment t'es venu à faire ça? Ou avant de rentrer dans ce sujet-là, on va présenter Alain, et comme ça, après, voilà, ce sera fait. Donc, Alain, on laisse te présenter. Alors, moi j'ai commencé à voler aussi, j'avais 16 ans, donc mais je vais pas tout vous raconter, ce serait un peu trop. Ah, mais moi j'aime bien savoir, c'est à partir de quel âge l'intérêt est venu de s'intéresser aux avions? Est-ce que, tu vois, Ouais. toi, c'est dans la famille, voilà. Il y en a d'autres, c'est venu très tard. Hein. Moi, j'ai un copain, Bien sûr. il a fait son baptême de l'air très tard, quoi. Il avait 20, 25 ans, puis c'est à partir de là qu'il y a eu le déclic. Non, il n'y avait aucun intérêt, quoi. Moi j'ai de très vieux souvenirs, je me vois en train d'essayer de faire voler des trucs un peu improbables. Ils n'ont jamais volé. Faire des petites maquettes, Oui, construire des trucs, exactement, d'accord. Ah, ouais. machin, des trucs comme ça. Ah, bah oui. Et j'ai commencé à apprendre à piloter, j'avais 16 ans. D'accord. J'ai passé mon brevet de pilote privé avant mon permis de conduire, d'ailleurs, à l'époque. Ah, piloté à la ça, c'est maison, ce que je voulais faire aussi. Voilà, et puis j'ai continué. Et après une carrière aéronautique, moi j'étais ingénieur, je travaillais pour la DGAC, comme pilote aussi. Et à la retraite, je me suis mis à l'ULM,
que l'ULM c'était beaucoup plus accessible que l'avion. Ça Mhm. me permet surtout de pouvoir créer une base près de chez moi. J'habite au pied du Vercors, Ouais. donc il n'y a pas trop d'aérodromes à proximité. Bon, voler tout seul, c'était pas très intéressant, donc on a créé une association. Mhm. Puis à l'époque, je me suis intéressé pour plein de raisons aux personnes en situation de handicap, et on a construit une machine spéciale pour. Puis on a continué. Et puis Alors, handicap moteur, plutôt? c'était handicap moteur Ouais. au départ. Oui. On a élargi le propos depuis avec la fédération, la FF Plume, puisque je suis aujourd'hui référent handivol, on appelle ça la Ouais, fédération. D'accord. Ouais. Voilà. Et vous travaillez un peu ensemble. On a eu quelque l'occasion part. de. On est voisins, et puis on a. On a fait quelques opérations ensemble, quoi. Oui, quand même. D'accord, ok, très bien. Alors, on va présenter aussi une personne qui est avec nous et qui doit nous entendre. C'est Clarisse. Bonsoir Clarisse, est-ce que tu nous entends? Bonsoir, je m'entends parfaitement. Oui, Eh vous ben, m'entendez bien? c'est parfait. Alors Clarisse, est-ce que tu Bonsoir, peux te Clarisse. présenter rapidement et nous dire en quoi tu es particulière? Moi, là, j'ai 26 ans et donc je suis particulière parce que je suis presque aveugle. Je vois des contrastes, la lumière, Mhm. mais c'est tout. Mes yeux marchent presque pas. Alors, et c'est surtout pour moi qui est, tu es particulière dans le sens où tu pilotes. Tu fais de l'ULM, ouais, c'est Et ça. ben voilà. Eh ben voilà. Le côté qui est encore plus rigolo, c'est que je pilote des ULM, notamment le multi-axe avec Philippe, qui était mon instructeur. Voilà. Voilà. Donc on va parler un petit peu de tout ça évidemment. On va rentrer dans les oui, détails. Alors, on comment va ça se passe, commencer, parce que, Oui. Ah nous, on n'a pas de soucis, donc on se demande comment ça peut se passer, quoi. En Bah, voyant, déjà, et comment puis, Philippe, toi en tant qu'instructeur, tu fais, comment t'es et arrivé puis, à quel voler ressort, avec Clarisse? voilà. Comment quel est le cheminement? Parce que on a des élèves et comment à un moment donné on dit tiens, je relève le challenge, on y va. Alors c'est un petit peu par hasard, si tant est qu'il y en ait un. C'est le président du club ULM de Carpentras, Jean-Pierre Scatena, qui m'avait proposé de former une jeune élève qui était donc non-voyante. J'ai dit, bah, c'est un challenge extraordinaire. Et puis j'ai eu Clarisse au téléphone, mais il se trouvait que Clarisse est née dans un milieu quand même aéronautique un peu choisi, parce que son père est instructeur autogire. D'accord. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de la famille et de mon grand-père qui était pilote de chasse, mais mon oncle, donc le fils de mon grand-père, était handicapé. Donc tout croisé, les éléments se sont croisés, les planètes se sont alignées. Ouais. J'ai dit, go, on y va avec Clarisse. Et ça s'est fait, je dirais, naturellement. Mais D'accord. là, il faut tout réinventer, du coup, au niveau instruction, parce que l'avion, c'est pas prévu du tout pour ça, quoi. Donc comment... Alors on réinvente rien, mais par contre on s'adapte. Ouais. Et Clarisse est là pour témoigner. On s'est mis dans l'aéronef, donc je lui ai expliqué d'abord comment ça se passait au sol, l'après-vol, etc., etc. Et en l'air, je me suis posé la question comment on allait faire. Mais déjà au sol, on a des instructions, on a des choses à faire, une multitude de choses à faire. Et je me suis dit, si je lui parle, que je lui donne une foultitude d'informations, ça va pas le faire. Il faut que je trouve un code. Et ça s'est fait au roulage. Elle peut en témoigner. Je me suis dit, il faut que je lui donne des indications par des gestes. Donc, j'ai mis ma main gauche sur son épaule gauche, ma main droite sur son épaule droite, et j'ai donné des indications. J'ai dit, voilà, ça veut dire ça, ça veut dire ça. On a trouvé un code en 1 minute. J'ai trouvé un code adapté pour toutes les actions à faire aux commandes, au sol et en l'air. Incroyable. D'accord. Bah ouais. Incroyable. Ça s'est fait très 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 vite. Clarisse, c'était ton premier vol ou... Pas du tout. Alors en fait, moi pour résumer, mon père a mis le pied dans l'ULM, quand j'avais 16 ans, donc là j'ai vraiment commencé à découvrir ce qu'était réellement l'ULM en tant que tel. Parce qu'avant, bon, j'avais volé mes avions de ligne, c'est différent. Et puis, il s'avère qu'un jour, je prends le train pour rentrer chez moi. J'avais discuté avec une personne sur le quai. On avait parlé un peu de choses et d'autres, de mon handicap et autres. Et on était assis l'un à côté de l'autre dans le train. On m'appelle, on me demande si je viens chez de la famille le dimanche. Je dis, ça dépend si mes parents volent. Je raccroche le téléphone. La personne à côté de moi qui s'appelle Christophe. À l'époque, on était dans le Nord, donc c'était à Valenciennes. Si j'étais chez toi. Il me dit, mais tes parents, ils volent? Je fais, bah oui, ils font de l'autogire, il y en a un.
Et il me dit, bah, moi je fais du multi-axe. Ah, bon. Donc on discute, et il s'avère qu'on a un ami en commun, il pilote pas loin de chez moi, et puis un jour où il faisait beau, il m'appelle, il me dit, bah écoute, ça te dit qu'on aille se faire un tour au bord de la plage, on se pose au bord de la plage, et puis on va manger une glace et tout à deux. Donc de là, ouais, carrément. L'appel de la glace. Et donc on y va, voilà, l'appel, mais même de l'air, quoi, parce que c'était vraiment... il m'avait dit, tu vas voir, le multi-axe c'est différent de l'autogire, c'est vrai que je ne connaissais pas. Et quand j'ai fait mon premier vol, ben, j'ai adoré la machine parce que, contrairement à l'autogire que j'ai connu qui était ouvert, ben, c'était une machine fermée où j'arrivais à avoir pas mal de sensations, ou même de temps en temps, il me laissait les commandes. Et là, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc. Deuxième fois, rebelote, il fait beau, on va se balader. Allez, hop, on fait 2 heures, on va 1h30 de vol, 2 heures à peu près. Et hop, là, on va se poser, et puis on va faire, voilà, et puis rebelote 3-4 fois même. Et puis là, je me suis dit, j'adore le multi-axe. Et quand on a emménagé dans le Vaucluse, justement, on a parlé avec Jean-Pierre Scatena. Et puis, bah, comme vous avez dit, Philippe, après, j'ai pris mes premiers cours, par contre, avec Philippe. D'accord. Ok. Bien. Super. Et ça n'a jamais été difficile avec elle. Tout était simple. C'est ça qu'il faut vraiment souligner, quoi. J'ai jamais eu une personne handicapée avec moi. J'ai eu un pilote. Ouais, j'ai eu un pilote. C'est ça vraiment. Oui, il y avait. Tu me posais la question, qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, c'est eux qui nous apportent. Mais on a vraiment affaire à des pilotes. Pas autre chose que des pilotes. Et tous les référents, même les réflexes, ils sont pilotes chez eux. Chez elle en particulier aussi, tu vois. Elle a posé la machine au bout du 10e vol. J'avais les mains sur elle, ça on filmait. Ah ouais. 10e vol, ouais. 10 ou 12e, je ne me souviens plus, Clarisse, on a dû noter ça. Entre le 10e et le 12e vol, tout à la voix et au signe qu'on avait convenu de faire ensemble, quoi. Et du coup, Clarisse, c'est vraiment ça, c'est une synergie que tu as ressentie avec Philippe pour pouvoir justement arriver à poser en 10-12 séances l'avion? Oui, il y avait déjà notre complicité avec Philippe qui aide beaucoup. Et puis, il y avait aussi la machine, parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, contrairement à l'autogire, là, la machine a été vraiment fermée, et je ressentais tout, en fait. Donc, avec la complicité de Philippe, plus les sensations que je ressentais avec la machine, en fait, c'était facile, et n'était pas compliqué pour moi à m'amener. D'accord. Moi, j'ai un exemple précis pour ce que vient de dire Clarisse. Je lui ai posé toutes les 6, 7, 10 minutes, si tu veux, la question, Clarisse, à quelle vitesse on est? 135, avec sa petite voix, tu l'entends? Je regarde, 135. Elle veut dire, tu vois, elle rigole. J'attends encore 2-3 minutes, je change les assiettes. Clarisse, à quelle vitesse on est? 170. Je regarde, 170. Elle ne se trompe pas. La cockpit ouverte, c'est ça? Non, tout est fermé. Tout est fermé. Donc, comment elle fait? En fait, je me suis dit... Le retour de force lié à la vitesse? Il y a ça, elle tenait très très bien ses assiettes. C'était naturel chez elle. Proprioception. Sa proprioception, ses motricités fines, etc. Mais je pense qu'aussi, elle pourra le confirmer, le flux d'air et le régime moteur. Ouais. Surtout par les fesses, mais c'est pas faux, hein. Pas mal des vibrations du moteur, déjà ça aide pas mal. Le bruit de la machine qui est aussi différent en fonction de la puissance des gaz. Donc du coup après on apprend à connaître la machine et c'est vrai que c'est plus simple par la suite. Tu dois sentir quand tu descends aussi, quand tu montes, quand tu... Oui. Quand tu as les ailes à plat, quand tu n'es pas en virage, c'est... C'est ça. On est focus sur tout ce qui peut se passer en fait. D'accord. Bah ouais. Ok. Alors évidemment, hein, je le dis pour nos amis qui nous suivent, qui sont dans le chat, si vous avez des questions à poser, que ce soit à Clarisse, à Philippe, à Alain, n'hésitez pas à le faire dans le chat et on les relaie. D'ailleurs, il y a une première question d'Aviateur 59 qui dit question idiote. Il n'y a jamais de question idiote. Un malvoyant doit-il obligatoirement se voler avec une personne valide? Alors on peut peut-être demander à Alain, c'est quoi la réglementation au niveau de la Fédé par rapport à l'handivol? Alors, pour revenir un petit peu en arrière, en fait, l'ULM a toujours accueilli des personnes qui avaient des difficultés pour voler en aviation certifiée. Ouais, Suite à des problèmes de visite médicale, d'accident ou autre. Donc, historiquement,
On a accueilli à l'ULM des gens comme ça qui avaient alors, sur des machines qu'on pouvait adapter, modifier, parce que c'est plus facile de modifier une ULM qu'une machine certifiée. Et c'est vrai un petit peu dans toutes les classes d'ULM. Ça a démarré dans le multi-axe, mais aujourd'hui, on voit que là, on fait voler un ULM de classe 5, on va faire voler du paramoteur pour des personnes handicapées, handicap physique, mais handicap sensoriel, comme dans le cas de Clarisse. Alors en fait, pour pouvoir voler, quel que soit le handicap, il faut avoir, pour apprendre à piloter, un instructeur avec soi. Voilà. Alors, il peut y avoir un instructeur handicapé. On a actuellement en formation dans un centre un instructeur qui est malentendant. Qui va obtenir sa qualification d'instructeur, il y en a déjà. Donc c'est pas nécessairement une personne valide, c'est une personne qualifiée. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Ok. Bon ben voilà, je pense qu'on a répondu à ta question, Aviator 59. Et petite précision de MLN 208, je suppose que vos invités connaissent le terrain de Coulommiers, LFPK, pour les sourds et malentendants. Alors c'est quoi cette particularité? Alors sur l'aéroclub de Coulommiers, il y a une association bien connue qui s'appelle l'aéroclub des sourds de France. D'accord. L'aéroclub des sourds qui regroupe des personnes malentendantes et le jeune instructeur dont je vous parlais est issu de cette association notamment. Et ils sont en train de, donc ils sont très actifs, bien entendu, et ils sont en train de développer un système avec l'appui de la DGAC et de différentes compagnies pour permettre de remplacer les communications verbales et audio par un système de data link, comme ça se fait dans l'aviation de transport. D'accord. Comme les ACARS, en fait, de l'aviation de ligne. Ils ont appelé ça FANS for All, pour le programme FANS pour tout le monde. D'accord. D'accord. Ok. C'est bien. Un très bon projet. Bah oui. Bon, ben voilà. Clarisse, moi je voulais te poser une petite question. Donc, tu as démarré tes vols avec Philippe, mais avant de démarrer les vols, souvent on passe par la case du certificat médical. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Est-ce que le médecin t'a pas regardé avec des grands yeux en disant bah moi j'ai envie d'apprendre à piloter? Alors, regardez l'enfant, je l'ai pas vu. C'est vrai que déjà à la base, j'ai eu sa secrétaire et elle m'explique j'ai besoin d'un rendez-vous avec le docteur pour un certificat médical. Donc évidemment, elle doit tout notifier à son employeur. Donc du coup, elle m'a dit mais d'accord, mais pourquoi? Je lui ai dit pour pouvoir piloter des avions. Déjà, elle était très sceptique, elle m'a fait d'accord, mais je voyais très bien qu'elle était sceptique. Déjà, je vais chez le médecin. Elle me sculpte, elle vérifie tout est bon, mais elle fait mais bon, en certificat médical, il y a la vue quand même qui est plus promettante pour ce certificat. Je dis mais non, on peut piloter sans voir, etc. Et puis, bon, elle a fini par en croire, mais c'est vrai que c'est pas courant que chez des médecins, des personnes en situation de handicap visuel aillent demander un certificat pour piloter, quoi. Ouais. Mais ça n'a pas posé de problème administratif, en fait. Non, je lui ai fait comprendre. Après, l'avantage, c'est que j'avais déjà vécu l'expérience. Donc, déjà, j'ai pu lui parler de comment j'avais déjà vécu la chose. Et elle s'est rendue compte que c'était pas que c'était faisable, quoi. Ok. Alors, il y a des relations qui sont faites entre la FF Plume et les médecins, justement, pour encadrer un petit peu tout ça? Tout à fait. Alors, la FF Plume demande à tous ses futurs licenciés pour la première inscription, de passer une visite de non-contre-indication chez son médecin traitant. Et donc il y a une série de contre-indications. Si le médecin hésite, bien entendu, il peut faire appel au médecin référent de la fédération qui peut le conseiller ou essayer de régler une petite difficulté de compréhension entre tout le monde. Mais donc, mis à part ces contre-indications qui sont essentiellement physiques ou physiologiques, le fait d'être non-voyant ou malvoyant n'est pas un obstacle à obtenir une licence fédérale. Pour pouvoir apprendre à piloter dans une structure, dans un club lié à la fédération. Voilà, il n'y a pas de problème particulier. D'accord. Ok, ça marche. Alors, je voudrais revenir un peu sur cette question de handicap. Je pense que les gens, il faut dire aux gens que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on en revient, il y avait un as anglais, Douglas Bader, je ne sais pas si ça te parle, qui était pilote de chasse dans la RAF dans les années 30, 36. Il y a eu un très grave accident et il s'est fait amputer des 2 jambes. Donc il est devenu handicapé. Mais il a réussi quand même à être pilote de chasse pendant la bataille d'Angleterre. Donc c'est-à-dire qu'en fait il y avait dans la réglementation tout ça un manque qui
qui a permis de dire, bah non, mais c'est pas marqué dans votre truc. Normalement, j'ai le droit d'être pilote de chasse et tout. Donc, bon, bien sûr, il y avait des prothèses, des fausses jambes, tout ça, mais il a réussi. Et puis, c'était un très, très grand as de la bataille d'Angleterre. Ok. Et alors, une anecdote à propos de lui, c'est que il s'est fait descendre dans le Pas-de-Calais. Donc, les Allemands, ils n'ont vu arriver avec ses fausses jambes. En s'éjectant de son Spitfire, en fait, il y a une de ses jambes qui est restée coincée dans le palonnier, donc du coup, il l'a détaché de sa cuisse et puis il a sauté en parachute. Et il s'est retrouvé comme ça, dans le nord de la France, au milieu, sans ses jambes, quoi, prisonnier des Allemands. Donc il a sympathisé avec, à l'époque, Adolphe Galland, qui était un grand as allemand, tout ça. Et il faut dire qu'en fait, même sans ses jambes, il a réussi à s'évader. Ah, d'accord. Et en fait, il a demandé aux Allemands, est-ce que vous pouvez télégraphier aux Anglais, est-ce qu'ils de parachuter des jambes de rechange, parce que comme il y en avait c'est une dans l'avion, donc ils ont parachuté des jambes, et dès qu'il a eu ses jambes, pouf, il s'est sauvé, il a réussi à... C'est une histoire incroyable. Alors, il y a un film, noir et blanc, un vieux film, mais intéressez-vous à ce monsieur, c'est Douglas Bader, et puis... Et donc le pilotage Andy, finalement, ça remonte à longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait combien de temps à peu près qu'au niveau de la Fédé, on s'intéresse un peu à tout ça? Alors, la fédération a accueilli des pilotes handicapés depuis ses débuts, grâce à l'ULM, justement. Et aujourd'hui, donc, alors depuis quelques années, le ministère des Sports demande aux fédérations, à chaque fédération, d'organiser l'accueil des personnes handicapées pour les faire pratiquer au sein même de la fédération, donc au sein des structures. Et donc, aujourd'hui, on a en France plusieurs structures qui sont capables de prendre en charge des personnes handicapées. Alors, pour la plupart, ce sont des personnes avec des handicaps physiques, on pense souvent à la paraplégie ou à la tétraplégie ou à des pathologies comme ça, mais on a aussi donc... on peut penser à Dorine Bourneton, par exemple. Voilà, tout à fait. Qui a relaté son expérience. Des non-voyants, des malentendants et toutes sortes de pathologies. Donc, l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, d'accueillir les personnes, de s'organiser pour les accueillir, quel que soit leur... de voir dans quelle mesure on peut les mettre à bord d'un ULM, dans différentes classes. Et ensuite, si c'est possible, de les former, si elles le souhaitent, bien sûr. Mais le premier acte, c'est déjà de monter dans une machine volante et de voler, quoi. Oui, de faire un essai, de faire un baptême, quoi, finalement. Alors, on va dire, la première chose que quelqu'un, par exemple, qui nous écoute, qui est en situation de handicap, c'est quoi? C'est qu'il faut se rapprocher plutôt de la fédération ou carrément aller dans une structure, dans un club? Alors, un certain nombre de structures communiquent sur l'accueil des personnes handicapées. Elles sont normalement tenues de le faire. Ils organisent des formations. Il y en a dans la région. Il y en a une donc à Carpentras, il y en a une à Montpellier, il y en a en région toulousaine. Enfin, il y en a un petit peu partout en France. On peut également s'adresser à la fédération pour se renseigner, pour savoir où on peut trouver ce type de prestations. Voilà. Et puis sinon, on peut aussi pratiquer en autonome. On peut acheter une ULM, le faire. Oui, en tant que privé, quoi. En tant que privé, voilà, bien entendu. Donc, pour les autres... Oui, Clarisse, elle voulait dire quelque chose. Et après, il y a même des aérodromes, comme nous à Carpentras, on avait organisé la journée Handy-Vol où on avait fait voler des personnes en situation de handicap sur les ULM, paramoteurs, autogire et multi-axes. Est-ce que tu es la seule, Clarisse, non-voyante à piloter, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, alors je suis pas la seule. Moi, dans mes contacts de personnes en situation de handicap visuel, j'ai connu un pilote qui a piloté, il me semble que c'était dans les années 2010, sur Grenoble. Lui, il avait aussi piloté avec son instructeur, avec même un lâcher total, mais en faisant un tour de piste autour de son aérodrome. D'accord, ok. Un système, un système de guidage vraiment performant qui nous permet de voler en autonomie autour d'une base donnée. Donc là, c'était l'aérodrome et il a dit j'ai vécu une superbe expérience. D'accord. Ah oui. Oui, bienvenue. Après, il était guidé aussi par son instructeur vocalement grâce à une radio. D'accord. Ok. Pour compléter la réponse de Clarisse, il existe une association qui s'appelle les Mirovolants. C'est vrai que j'en ai entendu parler. Les Mirovolants, justement, c'est les Mirovolants qui me fait que j'avais vu ça. Et qui regroupent et qui organisent des activités de formation au pilotage pour des déficients visuels. Ils avaient notamment mis au point un système sonore
qui permet de se D'accord. repérer dans l'espace, Ouais. qui s'appelle le Soundflyer. Aujourd'hui, il y a un petit peu d'âge, ils sont en train de travailler sur une nouvelle version. Et j'ai rencontré récemment un de leurs pilotes, donc qui est non-voyant, et qui a 150 heures de vol. Ouais, Quand même. On a travaillé avec Clarisse sur un dérivé du Soundflyer et on l'a testé ensemble. Donc elle avait des écouteurs, Ouais. donc elle avait toutes ses sensations comme elle l'a expliqué tout à l'heure. Elle avait le son qui envoyait des indications, alors on discriminait si tu veux t'engages ou roulis, on choisissait les items. Et donc tu vois tout l'ensemble des informations qu'elle devait gérer, tu vois. Et elle se débrouillait super bien, quoi. Elle est incroyable. Et merci à Eric qui vient de poster justement le lien dans le chat mirovolant.com. Merci, merci pour ce lien. Bienvenue Green Tier et merci aussi à REMC26 qui vient d'arriver, qui a activé le réacteur. Un nouveau follower de la chaîne, merci à toi. Clarisse, si vous voulez dire quelque chose, ajouter. Oui. Donc, avec l'application, le meilleur vol, parce que c'était avec le téléphone, en fait, cette adaptation, le meilleur vol possible, c'était vraiment le vol au cap. Ouais, Il n'y avait pas trop de délai d'information et où il se trompait pas du tout d'ailleurs. Ouais. Donc il n'y a pas de latence en fait. Voilà, c'est ça. Elle était capable de dire. J'ai cherché le mot. C'est ça. Tu es capable de repérer les latences et dire ben là, non, l'information arrive trop tard. Elle réagissait avant, quoi. Ah oui. Ouais, elle réagissait avant parce qu'il y avait de la latence, donc ça lui convenait pas, quoi. Ouais. Donc tu vois, sa réaction était quasiment immédiate, quoi. Elle était vraiment ouverte sur les sensations. L'avenir, ce serait quoi alors des appareils sonores, de la voix aussi, parce que maintenant il y a des voix numériques. Je pense, ce qui serait surtout intéressant, ça serait de vraiment offrir à tout le monde, toutes les personnes en situation de handicap visuel, vraiment un accès facile et accessible et facile. Pas forcément onéreux parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer cher. Et malheureusement, le monde de l'handicap est souvent plus onéreux que le monde normal, si je peux dire. Mais d'avoir, alors je sais pas, une application ou quelque chose comme ça, mais vraiment de très fiable, de vérifié, de stable, qui permettrait à tout le monde, n'importe où, soit en France, de pouvoir au moins avoir beaucoup plus de données audio et audio plutôt que sonore, parce que parfois le délai de la voix, la voix peut être intéressante, mais les sons, les bips, etc., c'est plus rapide et plus facile à interpréter. C'est vrai que dans les avions de ligne, il y a toujours une petite voix qui dit, qui annonce les altitudes à l'approche. Le GWS qui déclenche avec ces systèmes-là. Et comme vous pouvez le voir, moi j'avais la petite voix, c'est Clarisse. Oui, voilà, bien sûr. Et on remercie notre ami Crampot qui vient d'arriver avec 15 spectateurs. Merci pour le raid. On est en train de parler de pilotage pour les personnes en situation de handicap. C'est le sujet de ce soir. Et nous avons Clarisse qui témoigne, qui est déficiente visuelle et qui nous explique son expérience. Alors Clarisse, quels sont les points ou les difficultés, on va dire, que tu as pu rencontrer durant ta progression, qu'on compare un petit peu avec des personnes valides et de voir un peu si les difficultés peuvent être au même endroit ou pas? Alors, je ne sais pas si le mot difficulté est vraiment le terme, parce que moi j'ai rien senti de difficile, mais plus en fait de découverte. D'accord. Et de découverte et d'adaptation en fait. L'instructeur il s'adapte à moi et moi je m'adapte à l'avion en fait au final. Et donc je peux pas parler de difficulté en tant que telle, parce que pour moi c'était pas difficile, c'était surtout ok, il y a ce moment-là, il y a telle chose, donc quand je fais un petit coup de manche à droite, ça va, là je réagis comme ça, inversement, et du coup je me dis, quand je devais faire des virages un peu plus précis, et je réfléchissais à qu'est-ce que je ressens avec la machine, je mémorise et hop, j'apprends, je l'apprivoise en fait, c'est pas vraiment une difficulté. D'accord. Un temps d'adaptation et d'apprivoisement, mais après... Ok. Oui, c'est vrai que c'est assez drôle parce que on a eu des élèves qui nous disaient tiens, dans telle phase, j'ai galéré. Et là, en fait, on se rend compte que finalement, on franchit ces difficultés-là. Et toi, c'était pareil pour toi, Philippe? C'était pareil. Ce qu'elle dit, je l'ai un petit peu formulé tout à l'heure. J'ai jamais eu de difficulté avec elle parce que tout était facile. Elle a une capacité à intégrer les informations qui est remarquable. C'est
très rapide. Donc c'est facile. Ouais. C'est facile d'être instructeur avec quelqu'un qui est doué comme ça. Ouais. Parce qu'elle l'est. Faut pas chercher, elle l'est. Et elle était capable de me donner des informations qui étaient très 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 précises pour tout et réagir très vite. Par exemple, ça c'est un autre exemple qui est un petit peu en marge, mais elle intègre tellement vite les informations que le second vol, elle me faisait toutes les annonces radio, sol, roulage, décollage, atterrissage. Toutes les informations. J'aimerais bien. Alors ça, non, mais ça, on peut le souligner parce que ça, Avoir c'est des incroyable. élèves, C'est incroyable. avoir des élèves comme Il faut ça, de la c'est disponibilité. intéressant. Ah, mais carrément. Il faut beaucoup de disponibilité. Ah, parce qu'on en a eu. Ah oui, des fois c'était au bout de 15 heures, 20 heures et encore. Bon, pour elle, c'était facile. T'as demandé autorisation pour traverser là? Elle a quoi? Ah, non. Ok. Alors, c'était drôle parce qu'il y avait son père en vol qui l'entendait. Alors, c'était très sympa. Il savait que sa fille était en l'air. Puis bon, avec la voix qu'elle a, on sait que c'est elle en l'air. Hein. Une voix identifiable alors. Ah oui. C'est perturbant pour le pilote. D'accord. Ouais, intéressant. Hein. Ouais, non, mais c'est. Donc au départ, en fait, ce que tu expliquais, c'est que tu faisais des expériences pour savoir. Donc tu agissais. T'entendais savoir comment ça, ce que tu ressentais pour ça. Et en fait, Philippe, il disait, tiens, l'avion, il est comme ça, c'est ça? C'est ça. Un peu. C'est ça. Exactement. Et c'est ça, et en fait, c'était pas l'expérience de prendre des risques, mais c'est plutôt. Philippe, il me disait, fais un léger virage, et en fonction de ce qu'il me demandait de faire, moi, je le faisais comme je le sentais, en fait. D'accord. Et en fonction de ce que je sentais, ce que je voulais faire, Philippe, il me disait, non, ça serait peut-être que tu modifies, ou... Ouais, d'accord. Amener la petite correction. À droite, les petites corrections, et puis après... Ah d'accord, tu demandais confirmation à Philippe quelque chose pour de- savoir si c'était ce qu'il fallait Oui, parce que, faire. en fait, c'est Classique, Et, comme ouais, on le fait avec ouais, d'autres ouais, bien pilotes. sûr, hein. Comme on le fait avec d'autres pilotes. Donc en fait, les courbes de progression, parce que finalement on parle de ça, sont les mêmes. Les mêmes. Elles sont calquées, mêmes. c'est identique. Même programme. Séquence de pilotage identique au pilote classique. J'aime pas utiliser le terme, mais... Et il y a une bible aussi au niveau de la Fédé pour ça. Non, Non. on est en train de travailler là-dessus. C'est une très bonne question. Ben voilà, Merci d'avoir posé. ça veut dire faut que j'avance. Très sérieusement, on a un projet. Vas-y. On va démarrer ce travail dans début 2024, d'avoir un tronc commun de formation pour les instructeurs, pour la prise en compte, la prise en charge des personnes en situation de handicap. Comment on fait, comment on les accueille, quelles sont les choses à ne pas faire, quelles questions il faut poser. Et ensuite, de faire par classe d'ULM, je dirais, des consignes spécifiques à l'apprentissage dans chaque classe. Alors, c'est un peu ambitieux. On va commencer par ce qu'on sait faire. Tout le multi-axe. On travaille aussi sur le paramoteur depuis quelques temps. Je vous en parlerai. Quand tu éventuellement. parles de classe, c'est donc les trois axes. Oui. 3 axes. Il y a 6 classes dans l'ULM, Ouais. depuis le paramoteur jusqu'à l'hélico. D'accord. Et donc, le multi-axe est la classe la plus répandue entre Oui, donc pour ceux qui nous regardent, le multi-axe, c'est un peu comme les avions, Voilà, classique. c'est exactement comme un avion. Après, il y a les pendulaires, c'est ça? Il y a les pendulaires, D'accord. il y a les paramoteurs, Mhm. il y a les autogires. D'accord. Alors, il y a le classe 5 qui est le ballon motorisé. Ah ouais, alors, ballon j'ai- motorisé. C'est comme un dirigeable en fait. Oui, Voilà. c'est ça, c'est C'est ça. pas un dirigeable, c'est une montgolfière. Ok. Avec j'ai vu ça. une On va motorisation. le montrer. Hop, tiens, je vais le mettre un peu plus près. Voilà. Et la classe derrière, la classe 6, c'est l'hélicoptère. D'accord. Donc, alors, aujourd'hui, on peut, lorsqu'on est handicapé, on peut bien sûr piloter un multi-axe, Et voilà les classes. physique ou Ah oui. sensoriel, mais on peut également, on va pouvoir piloter en paramoteur chariot, pour une personne qui n'a pas l'usage des jambes notamment, on a travaillé récemment là-dessus, et on est en train de développer, avec l'aide de professionnels, une machine qui sera accessible aux pilotes handicapés, en biplace et en monoplace, de manière à ce qu'elle puisse voler seule. D'accord. Ouais, parce que là, je vois sur le ballon, là, en fait, la nacelle, là, c'est. J'ai vu, là, la personne, elle rentre. Alors là, c'est un cas vraiment, c'est tout à fait novateur. Elle monte dans la nacelle, tu vois. Voilà. Oui. Ah oui, on fait rentrer des fauteuils en fait. On rentre en fauteuil dans la Qui on va nacelle. montrer. Ouais. Hop. Ça permet. Voilà, on va montrer ça, vous voyez. Hop. Oui, là, c'est quelque chose de tout à fait innovant, puisque en fait, lorsque aujourd'hui on veut
gonfler une montgolfière, on est obligé de coucher la nacelle. Ah oui. Donc Ouais, c'est lorsqu'on est ça, en fauteuil, c'est pas très pratique. Oui, voilà. Donc il faut attendre que la machine se soit relevée, qu'il y ait une porte, qu'on puisse rentrer dedans. Alors que là, la nacelle reste en place, on rentre par l'arrière, et en fait, c'est le cadre de charge avec le brûleur qui pivote. D'accord. D'accord. Et donc ça veut dire que Ouais. la personne handicapée qui est aux commandes peut participer à toutes les phases de la préparation du vol, du gonflage jusqu'au décollage. D'accord. D'accord. Ok. Et alors, il y a qu'en France où ça se passe, ce genre de... Enfin, je veux dire, pour toutes sortes de handicap, moteur, Non. visuel, tout ça, ça se passe aussi à l'étranger Ça se passe aussi à l'étranger. Alors, c'est plus compliqué dans certains pays parce que la réglementation est beaucoup plus restrictive. On a la chance d'avoir en France une réglementation ULM qui, à cet égard, est très souple et qui s'adapte en fait à chaque situation. Mais il y a des pays où notamment les personnes, même capables de piloter en France, ne peuvent pas voler dans leur pays d'origine parce que c'est interdit si on est en situation. Ah ouais. C'est très discriminatoire. Mais Ah oui, il y a oui, totalement. encore beaucoup de Effectivement. choses à faire. Totalement. Ok. Bon, bah, je suis fier de, tu vois, Ouais. fier de ça. Et est-ce que Novateur un peu dans ce truc-là, quoi. est-ce que pour des gens qui sont en situation de handicap, il y a des aides particulières pour les aider justement à aborder le pilotage, pour les aider à se lancer, pour maintenir les compétences à jour et ce genre de choses? Alors, on a mis en place effectivement des aides, à la fois déjà pour aider les associations à organiser des vols de découverte, si elles le souhaitent. Permettre donc à une personne handicapée qui n'a jamais volé, permettre à des structures qui les prennent en charge de les emmener sur un aérodrome comme on l'avait fait À Carpentras. à Carpentras avec Clarisse Clarisse et les autres. et les autres. Mais également donc pour la formation. Donc quelqu'un qui veut apprendre à piloter dans une structure affiliée à la fédération s'adresse à cette fédération et peut obtenir une aide de 500 € pour participer donc, aux frais de son brevet de pilote ULM, quelle que soit la classe. Oui. D'accord. Et Clarisse a eu des aides, je le confirme, elle a eu des aides de la fédération. La fédération, Tout à fait. peut également, donc c'est cette aide-là, Mhm. les collectivités territoriales également, généralement, Aide aussi. aident alors, soit directement, soit à travers les structures fédérales ou à travers les comités handisport aussi, qui éventuellement peuvent intervenir. Et on aide également à la formation des instructeurs. C'est-à-dire que la fédération subventionne la formation des instructeurs. Et pour un instructeur en situation de handicap, on rajoute une aide complémentaire pour les aider à une formation qui est peut-être un petit peu plus compliquée, un petit peu plus longue ou qui nécessite un matériel différent. D'accord. Voilà. Ok. Merci pour ces explications. On remercie Nokil qui vient d'arriver avec sa chaîne sur laquelle ils font de la simulation. Merci pour le resub et merci également à 2 followers qui ont activé le réacteur tout à l'heure. C'est Timéo A320 et Guy Rocker ou Yo Rocker. Looker, pardon. Looker, voilà. Et merci pour le shootout aux différentes chaînes. Merci à la modération. Il y avait une petite réaction. Alors oui, il y avait une réaction de Free Flight qui, avec de l'humour, nous dit il faut vraiment parler à la radio. Oui, c'est plutôt recommandé. Oui, oui. Justement, nous, le fait, parler à la radio, déjà, c'est indispensable pour s'annoncer. Et puis, nous, quand on est en situation de handicap visuel, c'est encore plus important parce que les avions, on les voit pas. Ouais. Donc, si, par exemple, moi, je suis à proximité de l'aérodrome de Carpentras et que la personne de l'ULM qui s'adresse à nous nous informe qu'il se situe à peu près au même endroit, mais à 9h, je peux me repérer par rapport à... Spatialement, ouais. Ouais. Donc D'accord. oui, et puis même pour les personnes en situation normale, sans handicap, c'est pareil, la radio, Je voulais savoir aussi. indispensable. Oui, Vous les autres. bien sûr. J'ai une petite Merci question. Clarisse, hein, merci Clarisse de nous faire un rappel de sécurité. Merci. Ah oui. J'ai une petite question, Clarisse. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, hein, tu me pardonneras. Parce que c'est un peu pour informer un peu les gens, puis moi aussi, du coup, parce que je suis impressionné. Quand on vole, on a le plaisir, nous, de regarder le paysage aussi, tu vois. Mais décris-nous un peu le plaisir que tu as, toi, à piloter. Comment tu... Parce que bon, il y a l'aspect technique. Bonne Hein. question. Il y a l'aspect technique, hein, piloter, tout ça, mais décris-nous ton plaisir à toi que tu as quand tu es dans l'avion. Pour moi, déjà, c'est la liberté. Je suis libre, je peux piloter quelque chose, je suis libre.
il y a des nouvelles sensations autres que j'adore. Ouais. Les pompes d'air et tout ça, mais c'est justement, voilà, c'est des sensations pour le coup, je suis un... Ouais, je suis libre, quoi. Contrôler la machine. Voilà, c'est ça. Et contrairement à la voiture, où quand ça m'est déjà arrivé d'essayer de conduire une voiture, non, j'ai trop d'appréhension parce que le monde, il est plutôt en 2D qu'en 3D, si je peux dire, si on compare. Tandis que quand on est en l'air, déjà, le monde est en 3D, il n'y a pas d'obstacle. Moins d'obstacles, oui, c'est clair. Il n'y a pas d'obstacle, donc je sais à 99% sûr que face à moi, surtout 100% sûr quand il y a un instructeur à côté de moi, Ouais. voilà, qu'il n'y a aucun obstacle devant moi. Et puis je sais que je peux manipuler la machine en toute sécurité, quoi. Si je veux la faire tourner, je peux. Je sais que je ne veux pas me prendre une bordure, un poteau ou quoi. Donc, c'est pas beaucoup plus à l'aise, quoi. Excellent. Et Ah, puis, très bien, merci. On se marre en l'air avec Clarisse. Qu'est-ce qu'on a- Vous avez vu, Pas seulement en l'air, on mais rigole, hein, en on a l'écoutant, rigolé. Et puis quand j'étais pas en forme, elle le sentait. Hein. Le soleil aussi me permettait de m'orienter. Oui. Sur la peau, j'arrivais, par exemple, Philippe me disait de m'orienter par rapport à ça aussi. Et c'est vrai que ça marchait vachement bien. Oui, parce qu'au début, tu disais que tu voyais les contrastes, en fait. Tu voyais que les contrastes, c'est ça? Surtout la chaleur, en fait. Et puis, Chaleur. la chaleur aussi, ouais. Les contrastes, en fait, mes yeux, ils font pas grand-chose, quoi. C'est pas que je vais faire travailler, c'est plus mes Oui, sensations. les sensations ressenti, sur la peau, Donc, tout ça, la chaleur, ouais. Philippe, tu disais quand même que il faut les avoir, ces idées-là. Comment est-ce que tu vois? C'est par rapport à l'environnement, ça te vient sur l'instant, et tu dis, tiens, ça pourrait être le soleil sur la peau pourrait être une bonne idée. C'est vrai, j'avais oublié que j'avais donné cette référence-là. En fait, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants handicapés. Ouais. J'ai une formation avec eux, de communication D'accord. facilitée pour l'enfance handicapée, donc je m'en suis servi, en fait. Tu vois, tout, je disais tout à l'heure, tout est rentré en conjonction, là. Et pour que ça soit plus facile pour elle, j'ai décidé de prendre le repère visuel, mais en fait, il y avait de la chaleur aussi. Ouais. Et comme elle voit, elle sent les contrastes, chaleur, lumière, un cap au soleil, c'était facile. Puis boum, c'est parti comme ça. Ça m'est venu par intuition, quoi. D'accord. Même, c'est une méthode empirique. Je me dis, qu'est-ce qui serait le plus facile pour elle? Ouais. Et je dis, essayons, et puis ça a marché. Tout était comme ça. D'accord. Ok. Voilà. Et alors, concrètement, comment est-ce que vous organisez vos vols? Alors, Décollage, séance, qu'est-ce que tu mettais dans une déjà séance? au sol, je lui disais, bon, on va faire ça. Ouais. Voilà, on faisait une prévol. Alors déjà, elle faisait la prévol. Je sais pas si je t'ai envoyé la vidéo de sa prévol. Elle fait la prévol toute seule avec un ordinateur braille, en braille. D'accord, oui, c'est ça aussi, je voulais te demander si tu lisais le Il faut braille. voir, et puis, alors c'était extraordinaire d'avoir fait. Hein. Le checker toute sa machine dans les moindres détails avec son ordinateur. Elle avait toute sa checklist dans son ordinateur braille. Alors, tu m'as montré une vidéo, on voit Clarisse qui passe devant l'avion avec la main sur le bord d'attaque de l'aile et qui fait le tour comme ça. Tu arrives vraiment à sentir les choses comme ça. Quelles sont tes sensations? Comment est-ce que tu peux reconnaître en fait s'il peut y avoir un dysfonctionnement, quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui te donne le repère? Déjà, au début, quand je découvre la machine, j'analyse un peu le nombre de boulons et de vis et tout ça. Ensuite, ça, je les mémorise. Je ne les note pas parce que Mathieu, je sais très bien où est-ce qu'il y a un endroit où il va manquer une vis ou quoi, parce que déjà, il y aura un trou, quelque chose de cassé ou d'abîmé. Je vais leur demander au prochain. Non, mais excuse-moi de te couper, Clarisse, mais en fait, c'était une question que je posais à mes élèves. Alors, combien il y a de vis quand ils finissaient leur prévol? Alors, je disais ça, bien sûr, pour rigoler, mais finalement, non, c'est sérieux, quoi. Non, mais quand j'écoute Clarisse, eux, ils peuvent compter, elle a la réponse, mais eux, non. Eux, ils n'ont pas la réponse. Hein. Alors, combien il y a de vis? Et c'est tout dans le toucher. Ah ouais, Je c'est manipule impressionnant. légèrement les volets. Je m'amusais aussi à secouer un peu les différentes parties de l'avion. Mais là, je crois qu'il y a un petit souci. Je disais à Philippe, il le notait. Et puis après, on réévaluait l'endroit où ça pêchait la semaine d'après. Parce que quand ça pêchait, en général, c'était pas grave. Mais voilà, il fallait le signaler. Ouais, d'accord. Est-ce que Philippe, il t'a fait des petits coups comme ça où il a bloqué des trucs pour voir si tu allais le ressentir? Non.
Non, 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 non. Non, d'accord. Non. Il a pas fait le filou alors. Non, Vous me touchez. Ouais. Même à la sonorité, parce que parfois, quand je tapais sur des surfaces, et en fonction du son, le son, s'il n'est pas pareil ou quoi, j'entendais, et après, je pouvais le signaler aussi. D'accord. Ok. une fois, Clarisse, tu confirmeras, elle me dit là, sur le bord d'attaque, il y a une éraflure. Ouais. En fait, la peinture était partie sur 1,5 cm, elle l'avait vu. Moi, j'ai pas fait gaffe. Hein. J'avais pas vu. Ouais. J'ai vérifié. Ah ben oui, effectivement. Merci Clarisse. Mais aussi, c'est des indications dont on peut tirer pour tout le bien monde en sûr. disant regardez et touchez en même temps. En même Bien temps, sûr. ouais. Quand je parle de sonorité aussi, par exemple, il y a le contenant d'essence, voilà, qui se trouvait derrière les sièges, parce que pour le coup, je peux pas voir par la trappe, moi je vois pas. Oui. En fait, en fonction de là où je tapais, ça résonnait différemment. Et du coup, quand c'était un peu plus grave et plus étouffé, je savais que c'était le niveau d'essence et par rapport à la taille du réservoir, je savais dire s'il était plein, mi-plein ou quoi en fait. C'était vraiment Impressionnant. Extraordinaire. Hein. la vibration du réservoir en fait. Extraordinaire. Ok. Ah bah, dis donc. C'est assez incroyable. C'est une leçon, hein. C'est Ah toi oui, qui nous oui, donne c'est- des leçons, et c'est pas nous qui donnons des leçons. Hein. Ouais, non. Alors, on a des petites questions dans le chat. On va en prendre deux là. La première de 0K qui dit est-ce que finalement de voler en ne voyant pas, est-ce qu'on peut comparer ça à un vol en IMC? Donc on rappelle, hein, le vol en condition, la météo est pas bonne, on est dans les nuages, on vole aux instruments, car on sait que c'est compliqué pour un voyant de conserver les ailes à plat quand on se retrouve en IMC sans le vouloir. Alors toi par exemple, Clarisse, comment est-ce que tu ressens ça? Pas compliqué parce que je comprends un peu ce que peut ressentir un voyant en situation de IMC, et sauf qu'en fait, le voyant, lui, ses repères principaux, sa vision, c'est vraiment son point, ses instruments, c'est pas grâce à ses yeux qu'il les voit, etc. Mais nous, en fait, quand on voit pas, on va pas avoir cette appréhension de ne pas voir et de ne pas avoir autre que des repères aux instruments. On va pas avoir cette appréhension de ne plus avoir les repères visuels qu'il y a. Donc, nous, on n'a pas tout ça. Donc, il n'y a pas cette appréhension. Et puis... Donc, du coup, ouais, c'est ton oreille interne là, d'équilibre en fait, qui fait que ton principal instrument, on va dire naturel. Ouais. En fait, c'est comme dans la vie de tous les jours, quand on ne voit pas, c'est tous nos autres sens qui jouent. Ah, là, je sens que ça vibre. C'est un peu, au final, le toucher. J'entends la machine faire ça. Oui, en fait, grâce aux sensations, au son, et même parfois, au niveau olfactif, je savais exactement dire la machine, comment elle réagissait. Ouais. D'accord. Ouais, c'est un apprentissage en fait. C'est voilà, sur les yeux, il se passe quelque chose, je ressens ça, donc ça correspond à ça. Voilà. Et pareil dans la Voilà. En fait, c'est pareil reconstruire un pour les voyants, référentiel. c'est pareil. Hein. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et je repense à tout à l'heure ce qu'on disait par rapport aux difficultés. Piloter un avion, c'est pas difficile, comme je disais. Par contre, ce qui était compliqué, là où on avait des limites, c'est quand je m'entraînais au niveau du QCM Glidly. Oui. Souvent, dans ce genre de QCM, on va avoir des schémas, des cartes, des graphiques, des repères visuels. Et tout ça, on a beau avoir la technologie qui va nous aider, elle va pas nous aider à comprendre tout ça. Donc du coup, on est limité au niveau de l'apprentissage à cause de ça, quoi. Et parfois, ça peut être... quand on le sait, ça va, mais ça peut être frustrant de ne pas avoir 100% de bonnes réponses, alors que toutes les autres, on peut avoir bon, et à côté, on a ces cartes, c'est graphique, et on se dit, ah ouais, c'est là la limite, quoi. Ouais. Alors justement, Alain, comment est-ce qu'on peut franchir cette limite-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour arriver à résorber cette faille? Alors, autant que je sache, les mirovolants qui ont travaillé aussi sur le même sujet, ont développé toutes sortes de supports, de maquettes pour faire toucher ce qu'on ne peut pas voir. Ah, ok. Voilà, par exemple.
de manière relativement simple. Comme Philippe faisait faire une visite prévôt dans une zone touchée, on peut faire toucher différents instruments, différents objets pour essayer de faire comprendre. Mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté, bien sûr. Ok. Ça veut dire qu'il va falloir prendre Clarisse comme conseillère technique, là. Non, c'est intéressant d'avoir ce retour. Hein. Ah oui. On veut bien. Hein. Et est-ce que pour les navigations, vous avez déjà navigué? Comment ça? Non. Est-ce que avec ton ordinateur Braille, tu pourrais peut-être programmer Non, mais la navigation, si c'est une sorte de il navigation faudrait qu'elle soit accompagnée, j'imagine, ça c'est quasiment certain. Après, pour la radio, il n'y a aucun souci avec elle, si tu veux. Ouais. C'est une part importante, la partie vocale dans la navigation. À deux, ça se fera très bien. D'ailleurs, on navigue très bien à deux. Hein. On travaille toujours mieux à deux. Hein. Surtout en nav. Hein. C'est pas vous, c'est la disponibilité. Je pensais, il y a des disponibilités qui peuvent être mixées, donc, une sorte de log traduit par l'ordinateur Braille et puis qui donnerait les indications. C'est possible aussi. De tourner à tel moment, quoi. En fait, pour le coup, ça serait pas l'ordinateur, parce que le problème de l'ordinateur, c'est qu'on a que deux mains. Donc, une main sur le manche, une main sur la manette des gaz. Lire un texte, on a que deux doigts pour lire le braille, donc on a deux index. Donc en fait, on mettrait beaucoup plus de temps et ça serait plus risqué de pouvoir lire. Donc, il vaut mieux quelque chose de vocal pour le coup. Oui, ça serait moins très, très important ce que dit Clarisse. Et c'est une difficulté pour l'apprentissage des personnes handicapées, même dans le handicap moteur. C'est qu'il faut faire très attention à l'ergonomie des systèmes qu'on leur donne en remplacement. Parce qu'il ne faut pas demander des choses plus compliquées qu'un pilote valide. Quoi. Si bien sûr. Vous n'avez plus de jambes, mais s'il faut 4 mains, il y a un problème. C'est très difficile. Voilà, donc ça, c'est un vrai souci. Et alors là, je reviens un petit peu sur le handicap physique, parce que c'est aussi ce problème-là. Donc il faut remplacer les palonniers par d'autres commandes. On appelle ça un malonnier. C'est un néologisme un peu hardi, mais bon, peu importe. Certains constructeurs ont développé des systèmes extrêmement performants, d'autres le sont moins. Mais qui permettent de retrouver exactement la même ergonomie et le même accès aux commandes, si vous voulez, qu'un pilote qui a l'usage des jambes. On ne va pas les citer ici, mais il y a des constructeurs français qui ont travaillé là-dessus et qui ont fait de très très belles choses, très agréables, très intéressantes. Il y a un ami dans le Nord qui avait formé un handicapé moteur, qui avait réussi à passer sur CPL. Oui, bien sûr. Et voilà. Donc CPL, je rappelle, c'est professionnel, pilote professionnel, donc qui était handicapé moteur et il avait piloté avec un malonnier du coup. Et ça m'avait impressionné aussi à l'époque. C'est fou. Qui a déjà piloté avec des malonniers ici? Jamais. Je sais, voilà. Moi, je sais pas. Moi, sais tous pas. les deux, il faut le faire une fois, parce que tu vois vraiment. C'est radicalement différent. Il faut vraiment avoir touché, c'est le cas de le dire, un malonnier pour se dire voilà, j'ai plus de jambes et mon cerveau doit s'adapter. C'est passionnant. L'atterrissage vent de travers, c'est intéressant. Avec un malonnier. Alors justement, ça c'est la prise d'ascendance. Ça me permet justement d'enchaîner sur la question de Free Flight qui disait justement, est-ce que le vent est un facteur perturbant lors d'un vol quand on est dans cette situation-là? Pour les non-voyants, Clarisse peut répondre. Quand je volais avec Philippe pourra vous le dire, même quand il y avait un peu de vent, je volais mieux que quand c'était calme. Ah, d'accord. Donc c'est dans vos oui, ça m'avait surpris, oui. Je comprends même pas pourquoi. Je m'explique pas. De sensation d'avion, oui. Donc le vent, au final, c'est plus... Bon, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des grosses bourrasques, il faut que ce soit raisonnable. Mais c'est plus un allié qu'autre chose, au final. Et en fait, tu arrives à sentir quand l'avion vole en crabe? Je sens le mouvement de la machine. Donc à partir de là, le vent, il me permet vraiment de ressentir davantage la machine que quand il n'y en a pas. D'accord. Ok. Tu es capable de te dire, quand on volait à la belle période, là, il y a une ascendance. Je sentais que la machine elle était aspirée. Il y a une différence de sensations. Parce que du coup, ça me donnait encore d'autres informations que j'ai pas quand c'est une période calme. Et du coup, toi qui fais du planeur, tu l'as emmené aussi en planeur? Non, je ne l'ai jamais emmené en planeur. J'aimerais bien d'ailleurs, ce serait avec Clarisse, on pourrait établir un truc comme ça, Clarisse et Philippe, en faire un tour de planeur pour ressentir justement les ascendances en planeur. Ça serait sympa.
Ah ouais, le truc est capable. Hein. Sans souci. Hein. Ça te dit, Clarisse? On le valide? Pourquoi pas? Eh ben. Après, planeur, je sais que ça tourne beaucoup. Oui, ça tourne. Voilà. Il tournera pas. Bon, Il va se faire aller à ligne droite. Oui, voilà. plus à l'aise dans un ULM qu'un planeur. Enfin, j'aurais moins d'appréhension et de... Voilà. On fera un vol tranquille, Clarisse. On ira à Saint-Rémy, on fera de la ligne droite. Voilà. Et explique, est-ce qu'il y a d'autres choses aéronautiques qui t'intéresseraient de faire? Tu vois, bon, là, on te propose de peut-être faire un tour en planeur. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'aéro que tu voudrais tester? En ULM, j'avais fait du paramoteur et ça aussi, j'avais beaucoup aimé. D'accord. Les sensations étaient complètement différentes. Ouais. C'est complètement différent de l'autogire et du multi-axe, mais j'aime beaucoup aussi. D'accord. Tu avais volé aussi, Clarisse, avec Alain sur sa machine. Oui, c'est vrai, on a volé ensemble. En mode allongé sur sa machine. C'est vrai, c'était sympa d'ailleurs. C'est une autre. Oui, parce que vous êtes tous les deux instructeurs, et d'ailleurs, il y a Remc26 qui dit petit coucou à Alain, qui est mon instructeur. Bravo et merci pour tout ce que vous faites pour le vol Andy. Oui, bonjour Rémi. Ok, ça marche. Écoutez, très bonne réaction de 0K qui dit incroyable. Quand on entend cela, on se demande qui a moins de sens, les voyants ou les non-voyants. C'est un peu ça. C'est ça. C'est un peu ça. Moi, j'aime bien une phrase, c'est pas l'handicap qui fait la situation, mais c'est la situation qui fait... pardon, c'est l'inverse. Non, c'est ça. C'est la situation qui fait l'handicap. Mais à partir du moment où on s'adapte, au final, il n'y a plus d'handicap, quoi. Ouais. C'est comme l'exemple, un voyant dans une pièce noire. Oui. Avec des aveugles, c'est qui la personne en situation de handicap? Bien Ouais, vu, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, Ouais. et donc à partir du moment où on arrive à pallier, après il n'y a plus d'handicap, quoi. C'est On trouve un autre chemin en fait. C'est ça. ça. Ok, d'accord. Très bien. Écoutez les amis, on est bien rentré dans le sujet et ça fait plaisir. Je vois qu'il est 49, donc on va tourner la dernière page de l'émission. La foire aux questions, remise de gaz. On se laisse 5 minutes pour parler ou revenir sur des sujets qui vous ont plu pendant ce live. Si vous avez des éclaircissements à demander, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc foire aux questions, remise de gaz, c'est tout de suite. Les 5 dernières minutes de la zone aéro de ce mercredi soir, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. C'est Pour rappeler, on est génial. avec Clarisse en direct là, et qui est malvoyante et qui pilote des ULM quoi. Donc voilà. Donc petit message à tous ceux qui nous écoutent. Hein. Si vous avez autour de vous des gens qui sont dans une situation de handicap, il y a ce qu'il faut quand même pour voler avec grâce à Alain puis Philippe. Ouais. Voilà, des gens comme ça qui s'investissent justement pour Il faut faire en sorte que ces gens-là puissent avoir le même plaisir que nous, quoi. Il faut oser franchir la porte. Et est-ce qu'il y a une partie peut-être du site internet de la FF Plume qui est consacrée Sur le site à l'information? il y a effectivement une information sur les aides possibles, et puis il suffit de me contacter via la Fédé. On répond à toutes les questions. Il y a tes coordonnées dessus, il y a tout ce qu'il faut. Pas de problème. D'accord. Tout à fait. Ok. Oui. Donc écoutez, si vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas à le faire et venez découvrir justement les joies du pilotage. C'est toutes ces sensations nouvelles. Je voudrais revenir sur ce que disait Clarisse tout à l'heure. On a fait tous les deux voler beaucoup de personnes handicapées avec des handicaps très divers. Et il y a une phrase qui revient souvent, c'est « je me suis senti libre ». Oui. Ah oui, oui. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez eu affaire à des sourds aussi? Sourds, des malentendants, des... Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Oui, tout à fait. Et il y a des instructeurs qui qui ont le langage des signes aussi pour... Il y en a pas. C'est facile en vol, hein. C'est un autre registre là encore. Ouais, Là. c'est un autre registre qui est plus complexe qu'on ne l'imagine, d'ailleurs, D'accord, parce que ouais. le problème des malentendants, c'est bien sûr l'audition, mais c'est aussi l'expression verbale, qui peut être un petit peu compliquée. Ouais. Et c'est pour ça que je vous disais donc, que l'Aéroclub des Sourds travaille sur un projet de Datalink pour gérer les communications bord-sol avec un système comme ça. D'accord. Ok. Bon, voilà, écoutez les amis. Vous voulez rajouter quelque chose, Clarisse? Ouais. Quand on parlait aussi des sensations, aussi, la sensation de liberté,
on l'a aussi et encore plus quand on voit pas, enfin c'est encore plus impressionnant. C'est pendant le saut en parachute que j'ai aussi déjà fait et qui m'a vraiment plu pour le coup. D'accord. Oui. Ah oui, donc Bah, t'as sauté aussi. oui, en parachute. oui. Alors là, pour le coup, je pense que c'est un peu plus violent quand même que l'ULM. Hein. Et que le planeur. La chute libre, c'est impressionnant. Ah oui. Ça, c'est différent. Mais voilà, en l'air, en fait, quand il arrive, quand on est dans les airs, on est beaucoup plus libre qu'au sol. C'est Et clair. comme dans une piscine d'ailleurs, la piscine et les airs, on est plus libre que quand on marche dans la rue, par exemple. Oui, parce que c'est cette fameuse proprioception, donc cette faculté de se repérer dans l'espace qui apporte beaucoup plus. Et ça, et le risque d'avoir moins d'obstacles qu'au sol, en fait. Oui. Ouais. Donc encore une fois, la liberté. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça. Ok. En tout cas, merci Clarisse pour ce témoignage. C'était super intéressant. Merci Clarisse. d'avoir ton point de vue. Merci. Voilà, j'espère que dans le chat, voilà, hein, vous avez vu, on est rentré dans les détails. Hein. Ça remet les choses en J'espère place que quand ça vous a- on rencontre des Alors, gens comme ça là. On a une question de notre ami Nokil qui demande, et ça je pense que Alain pourra répondre, les instructeurs ont-ils subi une formation particulière pour former des personnes en situation de handicap au vol? Jusqu'ici, non, mais prochainement, oui. Et ça me paraît indispensable. D'apprendre. Je crois qu'il y a un minimum de connaissances théoriques et pratiques pour prendre en charge une personne en situation de handicap, pour apprendre à gérer la relation particulière qu'on aura avec elle, quel que soit le handicap, même physique, sensoriel ou autre. Et puis ensuite, pour pouvoir l'accompagner pendant le vol. Quand on parle de handicap physique, on parle de malonnier, bien sûr, Ouais. mais je crois qu'un des gros problèmes, c'est aussi le transfert entre le fauteuil et le bord. Ouais. Il y a des techniques pour ça. C'est quelque chose que les personnes handicapées aiment bien faire toutes seules, le plus possible. Et donc, il est important de trouver des machines qui leur donnent le plus possible d'autonomie. Même si ce n'est pas une fin en soi, l'autonomie, bien entendu, on a toujours besoin des autres pour pouvoir voler. D'accord. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre et je le disais tout à l'heure, on va mettre en place un module de formation pour les instructeurs pour les aider dans ce type de situation. Donc il y a encore du pain sur la planche. Heureusement. Il faut s'apprendre aussi soi-même. Parce que regarde, dans le cas de Clarisse, comme on a l'habitude de dire, tiens, regarde là, ben, voilà. Ou alors écoute, alors qu'on est sourd, ou alors vas-y, mets du pied à gauche. Ah oui, non. Je me souviens, elle disait avec beaucoup Ça peut d'humour être en un parlant peu, de son instructeur, elle disait, je lui fais une confiance aveugle. Ouais, c'est vrai, oui. Ah ben ça c'est le... Oui. Bravo. Ah bah là, ça c'est le sens propre, là, hein. C'est pas du figuré, c'est vraiment du sens propre. J'avais retenu ça, oui. Ah bah tiens. D'accord. Ok, très bien. Normalement, c'est pas qu'une expression. Ah ben non. Parfait. En tout cas, merci encore une fois parce que c'était super intéressant. Donc c'est vraiment juste du partage, de l'investissement de votre part terrible. Ouais, bah exactement. Pour les instructeurs et voilà, c'est ça. On l'a dit, je crois qu'on reçoit plus qu'on ne donne. C'est ça. Oui, bah oui, bien sûr. On reçoit plus qu'on Très veut. enrichissant. Tu as pu le voir, de toute manière, ce sont des personnes. Bon, Clarisse, ça, c'est très clair quand elle parle, elle a une énergie et puis une joie naturelle. Et la joie, c'est comme le fou rire. Ça se transmet facilement. Ouais, c'est- mais, on le donc, ressent, quand là, tu je te quand confirme. tu sors d'un vol avec Clarisse, t'es pas fatigué, c'est pas vrai. Et puis il y a cette synergie, cette complicité qu'il C'est peut y ça. avoir. Enfin, en tant qu'ancien sportif de haut niveau, ce travail d'équipe aussi. C'est ça. Ce qui C'est- me plaît, c'est le travail voilà, c'est d'équipe. ça, ouais. C'est ça. Moi, je viens du rugby, tu le sais, Ouais. et le Sud-Ouest. Et travail d'équipe, forcément, dans Ça un s'entend, aéronef, ça peut pas marcher autrement qu'en équipe. Quoi. Avec Clarisse, ça a super bien marché. D'accord. Ok. Avec un accent comme ça peut être que du rugby. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, on fait un petit point avant donc de clôturer ensemble cette émission. Hop, on va afficher, voilà, si Le tout va bien, programme. le programme. Des émissions Voilà. suivantes. Les émissions suivantes. Alors, on va vous annoncer le programme jusqu'à fin novembre, début décembre. Ouais. La semaine prochaine, les amis, on vous donne rendez-vous à 20h30. Notez bien l'heure, c'est pas 19h30. La semaine prochaine, c'est 20h30. Et nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Mathéo, que certains sur le chat connaissent peut-être, puisque il est passé par la Patrouille de France. Il a fait pilote de la Patrouille de France. C'est vrai que avant c'était le mois de la Marseille. patrouille de France, là. Ah ben là, on a eu, il y a 3 émissions C'était- sur 5 où on c'était a un eu des pilotes mois de la thème. PAF. Ben, c'est comme ça. C'est Mais tout à non, fait mais comme c'est ça. bien. Mais dans des thèmes différents en plus. Ouais. Donc, la semaine prochaine, Jean-Marc Mathéo, il est commandant de bord sur Canadair CL415. Il sera avec nous en direct et vous pourrez poser
des questions. Par exemple, est-ce qu'un Canadair peut avaler un plongeur et le relâcher au milieu de la forêt? Voilà, Voilà, par exemple. les trucs, On va casser les préjugés. Ah, mais du coup, il va falloir réinviter Philippe, parce que comme il est instructeur aussi d'hydravion, Ah bah voilà. Volontiers. parce que c'est particulier l'hydravion aussi. C'est passionnant, ouais. Ouais. C'est absolument passionnant. Pour On reparlera de ça, l'amérissage, C'est un super sujet qu'on pourrait mettre sur les planches. différent que sur une piste. Donc, quoi, donc Semaine prochaine, Jean-Marc Bah, voilà. Mathéo, 20h30, ce sera en visio. Mhm. Donc avec nous pour parler donc de son parcours, de son métier, et puis éventuellement des avions qui luttent contre les incendies, la sécurité civile, comment est-ce qu'on fait pour devenir pilote de bombardier d'eau, etc. Donc la semaine prochaine, retenez bien cette date. Ensuite, hop, il faut que je retrouve ma petite fenêtre qui s'est sauvée. Elle est Alors, ici. On arrive au... on lui demandera aussi, parce que la sécurité civile, c'est pas que des Canadiens non plus. Non, il n'y a pas que des Canadair. Voilà. On avait eu Reynald qui nous avait parlé de Beach 200. Voilà. Là, on est sur le Canadair et normalement, on devrait aussi avoir un pilote de Dash très bientôt. On n'en dit pas plus. Le 29 novembre, les copains, 20h30 aussi, on sera 4. Puisque on aura le capitaine Cyril qui est pilote de Rafale et qui est un ancien pilote de la patrouille de France aussi, on l'a dit, c'est le roi de la PAF. Et il aura le numéro 9, c'est quoi? Ben, c'est le remplaçant. C'est-à-dire que En anglais, ouais. c'est un pilote qui est capable de remplacer tous les autres pilotes de la patrouille, sauf le leader. Et donc on aura la chance aussi, si tout va bien, d'avoir Daniel qui sera avec nous ici dans le studio et on pourra comparer à son époque, hein, c'était il y a 25 ans. Le Daniel. En vrai, Oui, en vrai, oui, en vrai, qui devrait être là, et on va parler justement de la préparation de ce rôle de numéro 9. Comment est-ce qu'on peut être à même de remplacer n'importe quel pilote, parce que c'est quand même pas les mêmes repères. Ben oui, voilà. Donc on parlera de tout ça avec eux. Puis il vole pas tout le temps non plus, du coup. Eh ben oui, Il fait pas toutes les démos, parce que si tout le monde va bien, finalement. Ben, c'est ça. Il vole quoi, lui? ben voilà. Donc on parlera de tout ça, le rôle du remplaçant dans la patrouille de France, avec normalement 2 pilotes, un pilote d'actif, pilote de chasse sur Rafale, et Daniel qui a fait une carrière aussi exemplaire. On en parlera tous ensemble, et ça sera intéressant de croiser justement ces points de vue. On parlera Rafale un peu aussi. Voilà. Oui, bien sûr. On parlera du capitaine Cyril. Hein, Il travaille sur le Rafale numéro 2 aussi, donc... on verra ça avec lui. c'est Et peut-être enfin, secret aussi. une date à noter dans vos agendas, les amis. Ça sera le samedi 2 décembre pour les 24 heures Vulga. Vous savez que la zone aéro fait partie du collectif POC Science qui œuvre pour la vulgarisation scientifique et la culture au sens large du terme. Et nous aurons le plaisir de démarrer les 2 premières heures du stream de 12h à 14h le samedi 2 décembre sur notre chaîne de la zone aéro, mais ce sera aussi retransmis sur la chaîne de POC Science en partenariat également avec le CNRS. Il y aura plein de streamers qui vont succéder pendant ces 24 heures pour parler de plein de sujets différents. Le thème abordé, ce sera là, le ou les physiques. Et en ce qui nous concerne, on travaillera sur la physique liée au vol d'un avion ou d'un aéronef. Ce sera donc de 12h à 13h, peut-être avec Philippe, si tu es disponible pour parler justement de planeur et d'aéronef. Et puis derrière, on parlera du physique du pilote. Qu'est-ce qu'il faut pas, etc., etc. J'aime bien Voilà. que tu me regardes. L'adaptation Tu au dis vol. du pilote. Non, C'est bien, j'aime bien ton petit regard. Et après, évidemment, au bout de ces 2 heures de stream, on basculera chez le streamer suivant qui abordera aussi la physique sur un autre thème et un autre domaine. Voilà donc pour le programme de la zone aéro. Je serai en régie, probablement. Notre ami Julot sera probablement en régie. Et voilà donc pour le programme de la zone aéro des semaines à venir. Donc notez bien ça dans vos agendas. Le mot de la fin, on peut peut-être commencer honneur aux dames par Clarisse. Quoi qu'il arrive, quand on est en avion, on en prend plein la vue. Oh, c'est joli. Ça, c'est citation. le joli mot de la fin. C'est une citation. Merci Clarisse en tout Merci, cas pour Clarisse, ta en tout cas, participation, c'était super. Plaisir. Il faudra venir ici, de ces 4. Hein. Ah bah voilà. Voilà. D'accord. À l'occasion. Philippe, Ben, merci déjà pour l'invitation. bah merci à vous. Merci de nous avoir reçus ici. Ah ouais. Et de revoir Alain aussi, Oui, dans un autre contexte, tout à fait. Non, c'est- de se revoir. Ok. Et alors, bah, bon courage aussi pour tout ce travail. Il y a un peu d'actualité là la Alors- fédération, là, Tour de France, des trucs comme ça, non? Enfin, là, ça va être L'actualité de la l'hiver. fédération, ça va être l'hiver, mais s'il y a c'est pas le de- Tour de France pour des jeunes pilotes. D'accord. Qui a lancé en 2000, cette année et qui va recommencer en 2024. D'accord. Et on espère bien avoir un équipage avec un pilote en situation de Ah oui. handicap. Donc, Ah bah voilà. Ah oui, oui. On y travaille. L'année dernière, on avait
un accompagnateur handicapé avec un jeune. Cette année, l'an prochain, on va essayer d'inverser un petit peu les choses. Il y a eu le mondial de l'ULM où on a fait voler cette superbe montgolfière, donc avec une association qui s'appelle Audace Handi Évasion, très belle association qui a monté ce gros projet. Et on va continuer, donc avec la formation des instructeurs, avec la formation classe 5, et puis continuer à développer le vol pour des personnes handicapées dans toutes les classes du LM. Bon, et pour tous les handicaps. Et ben voilà, c'est bien. Joli travail. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette émission de la zone aéro un peu exceptionnelle, il faut le dire, parce qu'on est rentré dans des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément, et ça fait plaisir aussi de découvrir un petit peu tout ça. Julot, chez qui on lance, eh ben, je pense qu'on va pouvoir lancer chez Asgard, qui est en train de faire du Flight Simulator. Il fait le tour du monde, je crois. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il fait. Asgard. Donc voilà, je vous laisse programmer le raid qu'on va déclencher dans quelques instants. Restez avec nous le temps du générique. Les amis, le programme, on en a parlé. Sachez que sur YouTube, depuis cette nuit, il y a le replay de la chaîne avec The Flying Frogs, donc Pierre, pilote, commandant de bord sur A380. Elle est en ligne sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Il y a évidemment les podcasts. Donc le podcast, il est aussi en ligne. Vous pouvez aller l'écouter si vous le souhaitez. Et puis évidemment le serveur Discord sur lequel vous pouvez nous rejoindre pour continuer de discuter ensemble en dehors des émissions, et puis également pour le futur programme de l'émission Push to Talk qu'on lancera très prochainement. Voilà, nous on va les manger. Allez, on va lancer le générique de fin, restez avec nous et envoyer plein de petits cœurs à Asgard, parce que nous on n'aura pas forcément le temps de le faire, donc on compte sur vous. Envoyez des pictos de la zone aéro chez Asgard, vous lui transmettez bien le bonjour de notre part, et puis quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jean-Marc Mathéo, 20h30. Passez toutes et tous une bonne soirée, fly safe pour ceux qui volent, et à la prochaine. Merci messieurs, merci Clarisse. À bientôt. Bonsoir à tous. Avec plaisir, à bientôt. Ciao.